C'est parti. Bien, alors nous sortons d'un petit exercice. Ce petit exercice a pour objectif essentiel de bien faire comprendre la question du travail et de l'évolution possible dans le cadre de différentes sociétés. Donc maintenant, je vais revenir plus sur des aspects un peu plus généraux, mais il est très important pour pouvoir bien absorber les questions générales de parler des questions pratiques. Et on a vu dans les discussions, grosso modo, pour très schématiser, d'après ce qu'ont dit les rapporteurs des 4 groupes qui ont travaillé sur les sujets que j'avance, sur la méthode qui a été mise en œuvre. Bon, il y a un peu l'idée que tout est travail, hein, et que si on passe dans une autre société, ben, ce sera toujours le travail, mais par contre, peut-être que je pourrais faire autre chose. Et puis, il y a des gens qui disent, bon, ben, si j'ai un salaire à vivre, je ne suis plus rien. Voilà. On reviendra là-dessus, car ça soulève beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que ça veut dire ne rien faire? C'est pas du tout évident. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un exemple fameux dans le réseau salarial, petite vidéo du LUL, qui présente la personne qui est en train de tondre son gazon. La personne qui tond son gazon, elle fait quelque chose d'utile ou pas utile, donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est quelque chose d'utile. Après, si elle tond son gazon comme ça, bénévolement, etc., bon, on trouve ça très bien, mais c'est utile socialement, mais bon, tant mieux pour elle. Si elle le fait, c'est que quelque part, elle a déjà les moyens de manger. Hein, alors, d'autre part, il y a la personne l'employé municipal, hein, qui nettoie, qui tond le gazon. L'employé municipal, il est payé avec, pour certains, des impôts, pour d'autres cotisations, fonctionnaires, plus ou moins fonctionnaires, mais il coûte. Donc, dans l'idéologie dominante, c'est les gens qui coûtent. Parce que le mode de financement, on prétend qu'il est coûteux. On verra pour qui. Alors, et puis le troisième cas de figure, c'est l'entreprise privée qui vient, qui a le mec avec son petit camion qui vient, ou qui vient avec son petit camion, qui a son matériel, peut-être aucune sécurité particulière, et qui tombe avec une machine. Mais c'est une entreprise, c'est un entrepreneur, une grosse entreprise de services qui vient faire le travail, et là c'est bien parce que ça rapporte. Ça rapporte à qui on va voir. Donc cet exemple illustre simplement la notion de valeur, c'est-à-dire quand on dit que ça rapporte, ça veut dire qu'il y a une certaine valeur économique. Cette valeur économique, la question c'est qui la fixe. Quand on regarde les retraités qui sont à Toulouse, pourquoi on dirait que ça ne produit pas de valeur, alors que les trois qui sont ici font la même chose. Donc vous voyez que là, la notion de valeur est une notion purement sociale, une convention sociale. Donc on va essayer très rapidement pour donner quelques précisions sur la convention sociale. Donc il faut bien avoir à l'idée, c'est l'idée salariat, qu'on est dans une situation sociale où il y a une classe bourgeoise qui est maître de la production, qui bénéficie des revenus, rentes, etc., qui bénéficie essentiellement du travail des autres, et qui décide de ce qui vaut, qui décide de ce qui est valeur, qui est valeur d'échange. Et bon, alors tout le monde sait que c'est une classe pour soi, qui ça peut être en concurrence entre eux, etc., parce qu'il y a des inégalités, tout ça, mais si vous avez écouté les vidéos, les textes des Vincent Charlot, par exemple, ils décrivent très bien cette classe, comment elle fonctionne, etc. De l'autre côté, il y a une classe laborieuse. Alors, c'est la classe majoritaire, mais complètement désunie. Et c'est là qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Et cette classe laborieuse, on va l'appeler prolétariat. Donc, le prolétariat, c'est celles et ceux qui travaillent à produire toute la valeur telle qu'elle est définie socialement par les autres. Alors, quand on cherche à voir le prolétariat, ce qu'est le prolétariat, on peut avoir une définition plus stricte ou plus large. Hein. Donc, une définition stricte, c'est dire uniquement les salariés sans capital, ni autonomie productive. Et au sens large, on peut y inclure aussi les chômeurs, les précaires, les auto-entrepreneurs,
soit en France ou dans le monde. Au niveau mondial, dans de nombreux pays, en particulier du Sud, il y en a qui sont entre les deux, il y en a qui sont au nord, une grande partie de la population est dans une économie informelle. C'est pas, ne rentre pas dans nos catégories, sauf les professionnels comme ils disent en France. Donc, mais potentiellement, ils sont sur un plan économique, on considère en général qu'ils sont prolétaires. Donc là, on va rester en France, pour ne pas être trop long. Alors, moi, c'était sur l'intelligence artificielle, j'ai déjà pu utiliser ChatGPT aussi pour trouver les statistiques de l'INSEE assez rapidement, parce que maintenant, l'INSEE source, c'est une habitude, ça permet d'aller un peu plus vite. On en discutera tout à l'heure. Donc, la population, bon, en France, la population en âge de travailler, qui a les 15-64 ans, c'est environ 40 millions de personnes. Une population d'abord de 70 millions. Bon, alors, l'estimation du prolétariat sera, le prolétariat là, ça inclut les salariés du secteur privé, environ 26 millions, les chômeurs de 2 millions, 2,2 millions, les travailleurs précaires ou indépendants, sans capital significatif, 2 à 3 millions, et les inactifs dépendants d'allocations ou de proches, hors étudiants et retraités, c'est 1 à 2 millions. Donc ça fait un total de l'ordre de 30 millions. 30 millions, c'est 40 millions d'ethnies. Donc, de l'ordre de 75% de la population qu'on peut considérer comme des prolétaires. Alors, ces prolétaires-là, comment ils se répartissent? Donc, grosso modo, eh bien, ils se répartissent en salariés classiques, dans la classique, sous un contrat de salariat, à 88%. Il y a les travailleurs de plateforme, BTC livreurs, etc., c'est une minorité de l'ordre de 1%, mais une minorité qui comporte le croissant. Et enfin, il y a les chômeurs et précaires, de l'ordre de 10%, en incluant donc des personnes privées d'emploi, mais en capacité de travailler, ou vivant de petits boulots. Donc, disons, la classe laborieuse, ce prolétariat, on le voit, est constituée dans sa très grande majorité, 90% de salariés. Alors, ce qu'il y a, c'est que tout le monde ne se reconnaît pas dans le statut de salarié. Tout le monde ne se reconnaît pas parce qu'on voit les choses différemment. Un retraité ne se dit pas salarié, il perçoit une pension. Non, il devient un salaire différent. Et il devient un salaire. C'est intéressant pour en discuter, c'est une question qui se joue bien. Donc, remarquez que dans les statistiques que vous avez, je n'ai pas inclus les retraités. Dans de 15 000. Donc, il y a on parle pour les gens qui ont un travail d'officier ministériel, on parle d'émoluments. Les gens qui sont des fonctionnaires, ils ont un traitement. Donc, chacun a un vocabulaire différent qui fait que l'unité de la classe salariale, de la classe prolétarienne, elle n'est pas évidente a priori. Alors, nous, quand on parle alors, je résume maintenant les positions, c'est-à-dire face à ces éléments. La position, c'est que il va expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre la vision capitaliste de la société et la doxa, la doctrine officielle, donc il est extrêmement difficile de se départir, et la vision réseau salarial, qui paraît très novatrice, mais qui, dans le fond, n'est pas si novatrice que ça, puisque tout le monde, d'une certaine manière, est déjà dans une forme de salariat. Alors, dans la société capitaliste, il faut travailler avant d'avoir un salaire. C'est la grosse différence. Dans le salaire à vie, il faut avoir un salaire pour pouvoir travailler. Alors, donc il faut travailler avant d'avoir un salaire. Pour travailler, il faut passer par le marché du travail ou des concours pour la fonction publique. Le prolétaire vend sa force de travail sur un marché de postes à pourvoir, les emplois, donc sur un marché du travail. Cela veut dire aussi que la principale motivation au travail, c'est le salaire, il est attribué que s'il y a service rendu à la classe qui définit les emplois, qui définit les postes, les emplois, etc. Je dirais plus loin, on l'a entendu dire là, dans les discussions,
que si le salaire n'est pas conditionné au travail, c'est ce qui donne vraiment raison au capitaliste d'affirmer qu'il faut faire comme ça, c'est que si les personnes touchent leur salaire avant de travailler, eh bien, personne ne voudra travailler. Donc, on n'ira plus travailler. Ça, c'est la grande menace. Si on fait ce genre d'accord, plus personne ne travaille. Alors que, donc, de ce point de vue, la production s'effondrerait ou partirait à l'étranger. Pour résumer, dans le mode de production capitaliste, le salaire est lié à un emploi défini pour produire de la valeur économique, laquelle est définie par la classe dominante. Et la valeur économique, je ne l'ai pas encore dit, mais vous le savez tous, c'est pour faire fructifier du capital. C'est ça l'objectif du travail dans le mode de production capitaliste. Et c'est vrai aussi pour les fonctionnaires. Ça, c'est pour les fonctionnaires. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a aussi un mode de fonctionnaire. Alors, dans la société du salaire à vie, il y a inversion. C'est le salaire qui donne accès au travail. Bon, les capitalistes, c'est pas bon. Non plus, ils savent bien qu'il faut que les gens aient mangé. Le nord-est brésilien a été colonisé par les Hollandais. Et les Hollandais avaient compris que quand ils prenaient les enfants qui arrivaient pour aller couper la canne à sucre, s'ils n'avaient pas mangé, ils étaient incapables de couper quoi que ce soit. Donc, il fallait leur donner à manger. Pas de salaire, donner à manger. Donc, le travail commençait par le petit déjeuner. Ça, c'est la vision capitaliste du besoin physiologique pour pouvoir travailler. Mais dans la société du salaire à vie, la vision, c'est que c'est le salaire qui donne accès au travail. C'est le salaire qui reconnaît que quelle que soit l'activité concrète de production de richesse, et quelle que soit la nature de cette richesse, il y a travail. Évidemment, il faut redéfinir les conventions sociales. Les conventions sociales sont plus les mêmes. Donc, le salaire, du point de vue de la société du salaire à vie, le salaire est un droit, au même titre qu'à 19 ans, vous avez 18 ans, ou 21 ans, vous avez droit à un salaire à vie. Quand vous arrivez, vous avez droit à une position de citoyen, vous êtes reconnu comme citoyen. À ce titre, de la même manière, il faut arriver à ce que vous ayez droit à un salaire à vie. Salaire à vie, ça veut dire que vous commencez à la majorité à avoir votre salaire, nous on revendique le SMIC, et ceci jusqu'à la fin de la vie active. Donc, la vie active, je me laisse traiter. Donc, dans la société du salaire à vie, c'est le salaire qui motive le travail, c'est le salaire qui libère l'activité et permet le développement du travail, et c'est surtout un travail dont on peut faire en sorte qu'il soit socialement utile. Les gens pensent que c'est vraiment aller trop loin. Enfin, tout le monde reconnaît qu'avoir un salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un salaire, c'est une condition nécessaire. La discussion, c'est savoir est-ce qu'elle est suffisante. Alors nous pensons qu'elle est suffisante, et que compte tenu de l'état du salariat, l'état actuel du salariat, le basculement, il n'est pas si élevé. Donc, certes, d'un point de vue capitaliste, on peut s'attendre à ce que beaucoup de salariés précaires quittent leur poste, ou les bullshit jobs, dans lesquels les gens sont prisonniers, dans lesquels ils attrapent des burn-out, dans lesquels ils tombent dans des maladies psychosociales, etc. On peut s'attendre à ce que ces gens quittent ces postes avec un suivi. Mais on peut créer plein d'autres choses. Donc, par contre, il faut créer à ce moment-là des institutions. Pareil dans la discussion, je ne vais pas être temps de plus. On peut créer des institutions qui vont précisément permettre, avec des formes de démocratie adaptées, qui vont permettre le développement de toutes les formes de travail qui ne peuvent pas se développer dans le mode de production capitaliste. Voilà, alors, le petit exemple de la sécurité sociale peut nous aider, je passe la main aux copains, parce que historiquement, c'est intéressant de regarder un peu la sécurité sociale. Pourquoi c'est un exemple qui nous stimule dans l'idée que le passage n'est peut-être pas si difficile que ça.